Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur R Télévision. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro L'Actu. Suivez-nous sur la page Facebook et la page YouTube d'R Télévision. Bienvenue à vous, nous allons donc parler ce soir d'un fléau, c'est l'un des virus de ce 21e siècle. Des hommes, des femmes, des enfants qui périssent. En Méditerranée tout simplement, on va revenir sur ces chiffres, on va parler des migrants avec nos invités ce soir, un état des lieux, la situation, que dit l'Europe, mais aussi en France, que se passe-t-il en France? Et on est ici au cœur de la Seine-Saint-Denis, on va revenir notamment sur le boulevard du président Wilson, on va revenir sur la porte de la Chapelle de Clignancourt où il y a de plus en plus de tentes qui s'installent pour donner peut-être une petite place à ces hommes, ces femmes et ces enfants de vivre, si je puis me permettre, sur ce plateau. Je ne suis pas seul. Bonsoir à tous les trois. Alexandre Zucal, bonsoir, bienvenue à vous. Alors je rappelle, vous êtes technicien de laboratoire, vous habitez les Lilas dans le 93 en région parisienne, vous êtes bénévole au sein de ce collectif Solidarité Migrants Wilson et vous avez passé une nuit avec les Soudanais il y a quelques temps. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Avec nous, Jean-Jacques Clément. Bonsoir Jean-Jacques, merci. Bonsoir, Chaman. Bienvenue à vous. Vous êtes retraité, vous habitez la plaine Saint-Denis en région parisienne dans le 93 et vous avez constaté cette arrivée massive de migrants et face à cette situation, vous avez décidé d'agir. Vous allez nous parler de cette situation mais aussi de vos actions dans quelques instants au sein de Solidarité Migrants Wilson et vous faites partie de l'équipe fondatrice depuis 2016. Comment parler des migrants sans parler de BAM ? Naissance le 1er novembre 2015. Bienvenue Héloïse Marie. Héloïse, vous êtes juriste et vous êtes présidente de BAM, c'est le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Bienvenue à tous les trois. Alors Jean-Jacques, peut-être un premier mot, Solidarité, un migrant Wilson, donc 2016, vous avez souhaité agir. Ouais, début de novembre 2016, des habitants constatent que des hommes viennent dormir sur la couverture de la 1, au cœur de notre quartier, et donc on se dit on ne peut pas rester impuissant et sans aller les rencontrer. Donc première démarche, on arrive avec notre petit thermo familial pour aller offrir un petit peu de boisson chaude et quelques petites du pain et un peu de croissant, pour essayer de voir qui sont ces hommes. Déjà, c'est accueillir, c'est ça, c'est un mot qu'on aimerait voir plus partagé. Et on s'est mis en route et au fur et à mesure, on a vu que notre petite thermo ne suffisait pas et donc il fallait s'organiser un peu plus, élargir. Et donc assez rapidement, on a mis une plateforme, une page Facebook avec ce nom qui a été choisi assez rapidement, Solidarité Migrants Wilson. Il y a des débats sur le mot, mais bon, nous on a choisi ça assez dans une... Qu'est-ce qui vous a interpellé tout de suite en voyant ces hommes, ces femmes? On va revenir quand même sur ce terme de migrants parce qu'on a aussi tendance à mélanger parfois migrants, immigration, émigrés. C'est normal qu'ils ne plaisent pas aussi à certains. Ce sont d'abord des hommes, des femmes, et des enfants qui sont présents. Qu'est-ce qui vous a interpellé, révolté dans les premières secondes, qui vous a donné tout de suite cette envie de dire je ne reste pas les bras croisés? Il y a à la fois déjà la curiosité de rencontrer des hommes ou des femmes ou des enfants, de voir ces gens qui arrivent là et qui effectivement paraissent différents de nous dans l'aspect des fois par rapport à une masse de gens, mais qui sont, d'où ils viennent, quelle est leur problématique. Et donc ça aussi, c'était un point de rencontre. Et on a même distribué, en fait, en même temps qu'on apportait cette chaleur, on a aussi rencontré les SDF qui nous donnaient un coup de main, quoi. Les SDF qui habitent aussi un peu d'une façon récurrente, aussi qui sont dehors depuis des années des fois, et qu'on n'héberge pas non plus suffisamment bien, et on a rencontré ces gens et on a discuté. Alors effectivement, il y avait des mineurs, il y avait des femmes parfois, et voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on comprend la situation? D'une situation qu'on découvrait d'une certaine façon. Que parfois, souvent, on ignore, et ce qui nous permet d'avancer, c'est d'aller sur le terrain. BAM, le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, 1er novembre 2015. Alors, il y a un accompagnement psychologique. J'ai eu le plaisir d'aller dans vos locaux, d'en faire Rochereau, au quartier, au Grand Voisin. Beaucoup de plaidoiries politiques. Ça, c'est vraiment quelque chose et vous essayez de faire bouger aussi les choses au niveau des lois. Donc en fait, le BAM a deux vocations. Une vocation de tâche immédiate qu'il remplit grâce à ses différents pôles, hébergement, culture, social, juridique, etc. Et a un programme à plus long terme qui a une portée politique qui vise à faire bouger les lignes politiques de ce gouvernement, mais aussi des suivants, sans aucun doute, sur les questions migratoires. Que ce soit les migrants sans papier, c'est pour ça qu'on utilise le terme de migrants, ou demandeurs d'asile, mais aussi les statutaires.
Alors, Alexandre Ducal, bienvenue à vous. Vous faites partie de ce collectif, de cette association Solidarité Migrants Wilson. Alors, ce qui est intéressant de vous avoir tous les deux, c'est qu'il y a à la fois, alors même si vous êtes encore très jeune, Jean-Jacques, mais il y a à la fois, vous êtes retraité, il y a l'expérience de la vie. Et Alexandre, je peux vous demander votre âge ? 27 ans. 27 ans, vous êtes tout jeune. Et là, on a vraiment l'avenir, l'action. Vous n'avez que 27 ans, vous habitez en région parisienne, l'une des plus belles villes de France et d'Europe pour certains, et même du monde. Quel a été ce déclic de vous dire à un moment donné, ben moi j'ai 27 ans, mais j'ai envie de me bouger sur le terrain et d'aller aider ces enfants, ces femmes, ces hommes qui sont dans la détresse? En fait, moi j'ai toujours eu j'ai toujours été humaniste et du coup, quand j'ai vu ces problèmes d'immigrés, comme on peut le voir, qui viennent chez nous nous apporter quelque chose en fait. Ils viennent nous apporter du travail, ils viennent nous apporter tout ce qui est bénéfique à une société telle que l'Europe, telle que la France. Et quand j'ai vu la manière dont on traitait ces gens-là dans la rue, voilà, qui n'avaient pas une situation normale comme la mienne, que je vis dans un appartement, j'ai un travail, j'ai une famille. Pour vous, etc. c'est inconcevable en France en tout cas? Exactement. Alors racontez-nous un peu rapidement, bien évidemment dans quelques instants on va revenir sur la situation, quelles sont les solutions. Le gouvernement français que vous appréciez particulièrement, Héloïse Marie, je vous vois sourire, vous allez nous en dire quelques mots. Vous avez eu, et vous êtes passé aussi à la step suivante, le pas suivant, vous avez passé une nuit notamment avec les Soudanais dehors. Ce qu'on ne connaît pas, enfin en tout cas moi je le dis à chaque fois, c'est vrai que je ne connais pas cette expérience, je ne l'ai pas fait. Voilà, racontez-nous un peu cette nuit, certainement de la convivialité, chaleur humaine, mais aussi des... Oui, effectivement. En fait, c'est parti d'un point de départ, c'est-à-dire que moi j'étais en contact avec le collectif Wilson, Solidarité Migrants Wilson, et j'ai pris connaissance des mesures et des actions de la police le matin dans le campement de l'avenue Wilson. Et ça m'a profondément choqué, puisque déjà ils sont dans une situation déplorable, ils tournent en rond en fait dans la région parisienne, en centre d'hébergement, etc., rétention, etc. Que la police les traite de cette manière, avec des tentes parfois lacérées, des gaz lacrymogènes, etc., ça m'a paru inadmissible. Donc je suis allé leur rendre visite une nuit pour les connaître, pour les rencontrer et pour peut-être les protéger le matin. On reviendra avec vos expériences et vos rencontres, les unes et les autres, sur un peu ce que vous disent ces hommes, ces femmes et ces enfants. Tout à l'heure, Héloïse Marie, je vous disais, alors comment commence l'année avant le démarrage de l'émission? Et pour vous, elle commence très mal. Elle commence mal puisque les décrets d'application de la loi Asile-Immigration viennent d'être publiés et qu'ils durcissent déjà une loi très dure qui avait été promulguée le 10 septembre 2018. Ils durcissent via la délivrance d'OQTF, donc d'obligation de quitter le territoire français quasi systématique pour tous les déboutés de l'asile et pour toutes les personnes irrégulières sur le territoire français. Quand on parle de personnes irrégulières sur le territoire français, on parle en fait de sans-papiers, mais les dits sans-papiers inondent la société française de leur travail. Il ne faut juste pas oublier ça, c'est-à-dire que c'est les mêmes personnes qui s'occupent des vieilles personnes, qui s'occupent des enfants, qui actuellement vous servent dans vos restaurants, etc., etc. Donc c'est des gens qui sont très insérés dans la société française et dont on va empêcher la régularisation de par ces décrets d'application, qui payent des impôts. Parce que souvent on dit qu'ils pèsent sur la société française. Il ne faut juste pas oublier que la fiche d'imposition est une preuve de la régularisation et que donc ces sans-papiers payent énormément l'impôt à la France. Par ailleurs, ils consomment, ils payent de la TVA comme tout à chacun. Voilà. Donc elle ne commence pas très bien, mais elle commence de manière combative parce qu'on a un programme chargé là jusqu'en septembre de l'année prochaine. Donc on verra ce que ça donne.
Jean-Jacques, peut-être une réaction hein, sur ce décret, sur la loi d'asile. Et puis aussi, vous le disiez, économiquement, c'est important. Alors, toute personne confondue, je crois qu'on est à 0,1% de la population française, soit 500 000 personnes qui sont... C'est ça. On parle de 160 000 migrants, enfin 100 000 migrants, entre 100 000 et 150 000 migrants vont déposer l'asile cette année. C'est à peu près les prévisions qu'on a. Et il y a environ 300 000 à 400 000 sans-papiers actuellement en France. Ces chiffres, c'est ceux de l'OIT, l'Organisme international du travail, qui sont loin d'être des gauchistes hystériques, mais qui du coup donnent un peu une quantification sur la question des sans-papiers. Donc on parle de 0,1% de la situation. Donc quand on parle de la population française, donc quand on parle de raz-de-marée humain, on est quand même loin du compte. Peut-être une réaction hein, sur ce décret et puis une question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, il n'y en a que 500 000, toutes confondues, hein, vous avez été clair là-dessus, qui fait que quelque part, on leur donne une image, on leur prête une image un peu parfois d'envahissante, on prend pour certains le travail des personnes de nationalité française, etc. Pourquoi ces hommes et ces femmes, ces enfants ne sont pas considérés comme vous le disiez tout à l'heure, Alexandre? Là, il y a tout un jeu d'images renvoyées à l'ensemble de la population française qui regarde les télévisions ou qui écoute les gouvernants parler. C'est qu'à un moment donné, on fait en sorte de les regrouper, en fait, d'une certaine façon. De les rendre à la fois invisibles, mais dans des zones assez concentrées. Donc tout le nord-est parisien, par exemple, on rend cette question migratoire très forte. Donc quand les télévisions font des images sur ces endroits-là, pour les gens qui ne sont pas sur place, ça donne une impression, ça peut donner une impression d'envahissement. Et alors qu'effectivement, les chiffres contredisent totalement cette réalité. Et qu'après, derrière, en discutant, comme a fait effectivement Alexandre, en allant les voir ou en discutant et en essayant de comprendre pourquoi ils viennent, alors il y a multiples raisons, mais en même temps, c'est qu'ils ont effectivement, c'est des hommes qui avaient un travail, une profession, qui ont fait des études. Il y a toute la palette de ce qu'on est, nous aussi, et qu'on les considère comme des objets. C'est-à-dire que nous, par exemple, là, dans la situation présente, depuis le mois d'octobre, il y a eu une réinstallation de camps à l'endroit où on avait commencé en 2016, mais on est incapable de leur amener une pelle, un balai et mettre des poubelles. Donc après, effectivement, on peut lancer des images comme quoi ils sont sales. Parce qu'effectivement, à un moment donné, ils produisent des déchets, ils mangent, ils font comme nous. Chacun d'entre nous. Comme chacun d'entre nous. Et donc, à un moment donné, si on prend des images à cet instant, là où effectivement les choses n'ont pas été gérées, parce qu'on ne leur a même pas donné, parce qu'ils le font facilement, ils aident, ils balayent, ils entretiennent à peu près l'endroit très précaire où ils sont, mais on leur facilite pas le travail. Alors quand on dit on, soyons clairs, là on parle vraiment du pouvoir public, du pouvoir politique. Un camp s'est mis en place il y a 2 ans, en janvier 2017 à Ivry-sur-Seine avec Emmaüs Solidarité. Ça existe. Il n'y en a pas assez. On ne leur donne pas assez de moyens. Bon, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la France dort sur cette situation? Je pense que non. Il y a quand même des actions qui sont menées pour les aider, pour les accompagner. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on a fait de l'hébergement inconditionnel qui était le maître mot du social en France. C'est-à-dire qu'on disait on héberge quelle que soit votre situation administrative, on héberge quelle que soit votre situation familiale, etc. C'était vraiment la pierre angulaire de notre structure d'hébergement social. On a complètement réduit en cendres cette notion et désormais les structures d'hébergement sont devenues des structures de tri de situations administratives. On a créé un millefeuille de centres d'hébergement où même moi j'ai du mal à me retrouver, où tous les assistants sociaux ont du mal à se retrouver. On a créé plus de 20 sigles de centres d'hébergement en 3 ans. C'est-à-dire qui recouvrent des situations différentes d'encadrement de personnel, d'encadrement même sanitaire, d'encadrement en termes de nutrition, etc., etc. Donc on parle de CES, de CHU, de CADA, mais aussi de centres spéciaux Dublin qui ont en vue d'expulser le plus rapidement possible les personnes sous le coup de cette circulaire infâme. Voilà. Donc en fait, on a appuyé l'hébergement sur l'ultra sécuritaire. Et là, ça se complique en fait. Et c'est ça aussi qui fait que plein de migrants ne veulent pas aller dans certains centres. Parce qu'ils savent que s'ils vont dans tel ou tel centre, ils vont être expulsés plus rapidement, etc., etc. Donc on a installé cette peur d'être hébergé
dans la tête même des migrants. C'est intéressant hein, ce que dit Héloïse Marie, c'est le fait à un moment de dire je serais peut-être hébergé à Ivry-sur-Seine ou ailleurs dans un centre, mais il y a un tel tri, un tel accompagnement qui peut aussi parfois faire peur et puis on peut se retrouver tout de suite rapidement expulsé parce qu'on n'a pas sa place en France. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part en France ou les pays de l'État européen, on va parler de l'Europe dans un instant bien évidemment, ça veut dire que quelque part il n'y a pas de solution? En fait, la problématique des migrants, ça signe juste la défaite de l'accueil des précaires en France. C'est-à-dire que tout d'un coup, le fait qu'on accueille de manière mauvaise toute la précarité en France a sauté aux yeux de tout le monde, quelque part grâce au campement parisien, où tout d'un coup, les gens ont vu la misère sur place et le non-accueil des personnes. Mais le non-accueil des personnes, c'est aussi le non-accueil des personnes SDF. Parce qu'en fait, les migrants, c'est des SDF avec des problèmes de papier, des problèmes énormes administratifs, mais c'est avant tout des SDF, c'est-à-dire des gens qui ne trouvent pas de place dans notre système d'accueil de la précarité. Et là, ça se complique, en fait. C'est là où devraient se poser les questions. Et pas sur dire « Ah ben nous, on n'accueille pas les SDF français » ou machin, etc. Quand on se bat pour le droit des migrants dans les centres d'hébergement, on se bat aussi, j'aime pas utiliser ce terme, mais pour le droit des SDF français. Quand on prend la boulangerie en dénonçant qui est un centre d'hébergement près de la porte de Clignancourt, quand on dénonce les conditions à la boulangerie, où c'est des hangars énormes, où il y a des vols, où il y a des viols, etc., et on dit attention, ça ne va pas, ça ne peut pas fonctionner comme ça, on parle des publics SDF dans leur ensemble, qu'ils soient migrants ou de nationalité française. Alexandre, vous qui êtes au cœur du terrain avec notamment le collectif Solidarité Migrants Wilson, on l'a depuis quelques temps, vous allez peut-être me donner l'espace de temps au détail, mais on a vu notamment sous le pont de la porte de Clignancourt ces tentes. Maintenant, il n'y en avait pas encore, je crois, l'été dernier. Il en a de plus en plus. Pourquoi on arrive la région parisienne, la Seine-Saint-Denis arrive à se laisser dépasser et ne pas organiser autrement, parce que c'est vrai qu'ils sont perdus, ils ne savent pas comment se mettre, ça crée aussi une image particulière. Leur hygiène de vie, on n'en parle même pas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la région Île-de-France, la Seine-Saint-Denis est dépassée? C'est qu'on n'est pas au courant que ces personnes arrivent, qu'elles s'installent? Ça, c'est une question assez complexe et difficile. On leur rend visite sur le terrain? En fait, pour moi, mon regard à moi, c'est que c'est un grand jeu. Enfin, elle l'a décrit un peu Héloïse. C'est un grand jeu. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive entre 2000 et 3000 personnes, ce qui a été le cas du camp du millénaire à Stalingrad avant, et là, en fait, l'État met en place, avec un durcissement, ce qui a été bien décrit par Héloïse, c'est qu'avec un durcissement qui va grandir sur la façon dont on va les traiter après. Mais en fait, à un moment donné, on va ramasser tout le monde. C'est-à-dire qu'on va ramasser tout le monde, essayer de les mettre dans des centres, tous les centres effectivement on s'y perd avec leur acronyme là. Mais voilà, et une fois qu'on a fait ça, on va essayer de renvoyer le plus possible. Voilà, c'est la voie vers laquelle on va. En fait, on a l'impression vraiment d'ouvrir. Enfin, moi, l'effet que ça me fait, c'est, vous savez, ces grandes chasses républicaines, vous voyez, où on lâche des milliers d'oiseaux comme ça et pour leur tirer dessus. Bon, l'image est un peu osée, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on va rassembler tout le monde. On va les parquer, puisque c'est ça. Actuellement, les camps sont faits de telle sorte pour que les gens soient parqués en attente d'évacuation. C'est volontaire de laisser ces camps-là se mettre en place? Mais de toute façon, ça a été volontaire aussi de mettre les camps en dehors de Paris et de les pousser de plus en plus en banlieue. Parce que finalement, qui de mieux que les pauvres accueille mieux que les pauvres? Parce que c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que ça gênait beaucoup le 18e arrondissement riche d'accueillir ce 18e qui veut se donner une image hyper gentrifiée, un peu, voilà, très, très bourgeoise, d'accueillir toutes ces personnes qui finalement venaient à l'encontre d'une politique de la ville un peu bancale. Bon, et plutôt que se dire, parce qu'il y a d'autres pays qui font un accueil des migrants, moi j'étais me promener en Allemagne, etc., et c'est quand même assez hallucinant, la manière dont sont accueillis les gens en Allemagne. Je ne parle pas des suites de l'accueil, mais vraiment le premier accueil. C'est-à-dire que l'Allemagne a été capable de mettre des tentes énormes à la sortie des gares, à la sortie des aéroports pour dire voilà, premier accueil, on vous donne un hébergement, de quoi manger, etc., etc. Et ensuite, on vous dispatche sur des centres. Bon, moi, je n'ai pas vu ça à Paris. Moi, je vois depuis 3 ans, 4 ans maintenant, des camps se monter, se démonter, des bénévoles se tuer à la tâche, parce que c'est ça la réalité. Ça ne repose pas sur un système étatique. Ça repose sur du bénévolat, du travail gratuit, des gens prendre en charge les soins. C'est-à-dire que c'est quand même assez hallucinant.
qu'il n'y ait aucun médecin qui intervienne sur ces camps, sauf des médecins bénévoles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où l'État se dit, tiens, peut-être qu'une épidémie de tuberculose est possible, une épidémie de Galles, etc. etc. Vous ressentez une présence alors je ne parle pas des centres d'hébergement, mais sur ces camps-là, notamment ces espaces-là, une présence des élus politiques. Alors vous, apparemment, il n'y a pas spécialement de présence de corps médicaux, mais vous ressentez quand même une présence parfois. Vous travaillez, vous, avec les institutions politiques. On a interpellé à peu près tout le monde, globalement, à part l'extrême droite. Mais en fait, il y a une fuite, une grosse partie de fuite, les élus parisiens, les élus de Saint-Denis, les sénateurs, les députés, voilà. On a interpellé tout le monde. Il y a quelques députés qui sont venus, quelques élus locaux qui sont venus, et après, c'est un peu, on viendra. Et puis en fait, on les voit jamais venir. Pas de solution, en fait, c'est ça? Non, et en même temps, c'est un peu hypocrite, c'est qu'il y a presque une peur de s'afficher au cœur des bénévoles et au cœur des migrants. C'est-à-dire d'être pris en photo au milieu des gens, quoi. Il y a eu un mort à Port-de-la-Chapelle il y a 1 an et quelques. Ça a été tout un truc. Et la police est même venue, alors qu'il y avait des tailleurs de pierre, des compagnons du devoir, qui cravaient dans les pierres une symbolique pour laisser de la mémoire de cet homme qui était mort là, juste sur une bouche d'aération du port de la Chapelle. Et la police a interdit que les gens gravent des pierres qui ne servent à rien. Mais ça, on était dans l'absurdité la plus totale. Et quand on a essayé d'appeler les élus pour qu'ils réagissent par rapport à cette interdiction de la police, ça a été la fuite. Donc à et il a fallu fois, reporter le truc. la fuite, peut-être de l'impuissance aussi, on sait. Je pense que ce n'est pas de l'impuissance. Je pense que tout le monde évoque la question de l'extrême droite, mais il y a une chose est sûre, c'est que ce n'est pas en se cachant derrière son petit doigt, en faisant « oh mon Dieu », que l'extrême droite recule. Il y a un moment aussi, les élus politiques, ils ont des responsabilités politiques, et que tant qu'ils ne se continueront pas les responsabilités politiques pour lesquelles ils ont été élus, ça va poser un problème. Résultat, à force de rien faire et d'être dans l'inaction totale et la passivité, 3000 personnes dans des camps. On est dans la 6e puissance du monde. Il y a 3000 personnes qui vivent dans une des capitales touristiques la plus importante. Il y a 3000 personnes qui vivent dehors sous des tentes données par des bénévoles. Oui, sinon, il n'y aurait pas de tente. Sinon, il n'y aurait pas de tente, oui. Enfin, par ailleurs, juste, quand on parlait des problèmes médicaux, il faut savoir que la seule aide médicale qui a apporté, c'est quand même des camions de Médecins du Monde et de MSF. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire appel à une médecine de guerre qui intervient dans des conflits armés pour gérer des problèmes sanitaires de campements parisiens. Ça devient dingue. Enfin, quand on y réfléchit bien, ça veut dire qu'il n'y a aucune structure qui a été mise en place dans les hôpitaux de la PHP pour résoudre ce problème. La responsabilité politique, je vous invite à visionner. Vous pouvez aussi retrouver ces vœux que vous avez diffusés sur votre page Facebook, le collectif Solidarité Migrants Wilson avec nous. C'était en juillet, le 28 précisément 2007 à Orléans. Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des hommes et des femmes dans les rues, dans les bois ou perdus. Le spot commence avec ces mots. Ce sont les mots du président de la République, Emmanuel Macron. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus.
retour donc sur cette cette actualité, malheureusement maintenant depuis plusieurs années. Ça va certainement durer. Hélas, on en parle avec nos invités depuis le début de cette soirée. On parle donc de la situation des migrants. Alexandre, on vient de visionner ensemble et c'est un spot qu'on peut visionner sur votre page Facebook. Vous avez souhaité commencer ce spot avec les mots du président de la République, juillet 2017 à Orléans. Il ne voulait plus voir d'hommes, de femmes, d'enfants dans la rue. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Il a dit clairement cette phrase. Je ne veux plus voir de personnes dans la rue. Quand on vous dit ça, pour vous, bien évidemment, ça vous a fait sourire ce jour-là. C'est pas possible en 6 mois, 1 an. Si, c'est possible. Je pense Comment que bien en prenant à cœur cette situation, ce besoin, je pense que en établissant des centres d'hébergement comme le BAM Je pense fait, en mobilisant toutes les énergies, donc qu'ils soient associatives, étatiques, municipales, régionales, il y a de quoi effectivement résoudre pratiquement. On a eu le plaisir de consacrer toute une soirée justement à ces sans domicile fixe. On a parlé aussi des femmes qui sont en situation difficile dans la rue, des hommes, ce qu'on appelle les sans domicile fixe. Qui vivent en France. Alors je ne sais pas trop, c'est toujours un peu particulier à l'exprimer, mais on se comprend quand on sait que ce problème-là perdure depuis des décennies en France et qu'il y a des morts en France en été, en hiver, le froid. Alors comment effectivement régler? La question elle est un peu innocente. Est-ce que réellement c'est possible? Il y a aussi énormément de logements vides et d'entreprises vides à Paris, il me semble. On parle de 80 000 mètres carrés de logements vides. Moi, 80 000 mètres carrés, j'y mets des centres d'hébergement, sans aucun problème et sans aucune crédulité. Par ailleurs, il y a un processus dans la loi qui permet ça, c'est le système de réquisition en cas de problème, notamment de température, etc., etc. Pourquoi ce n'est pas mis en place? Pourquoi on attend qu'il fasse moins 5 degrés pour déclencher un plan grand froid? Parce que c'est ce qui existe actuellement. On attend qu'il fasse moins 5 pour déclencher le plan grand froid. Moins 5 degrés... et sur 3 jours. Moins 5 degrés sur 3 jours, vous avez 3 morts à l'arrivée. Parce que la réalité, elle est là. C'est-à-dire que vous laissez quelqu'un 3 jours dormir par moins 5, eh ben, il ne peut pas... Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que demain, un pays de l'Union européenne comme la France, supposons, ouverture de tous les bureaux vides, on crée des centres d'hébergement, je pense que vous me direz, du foncier, on en a. Est-ce qu'à un moment donné, ce ne serait peut-être pas la porte ouverte à l'appel d'air à tous les migrants et à toute personne qui souhaiterait venir en France? Est-ce que ce n'est pas ça la crainte du politique aujourd'hui? Parce que derrière, on sait très bien qu'il y a un enjeu financier, il y a un enjeu aussi politique, d'électorat. Alors, sans vouloir être désagréable, la répression coûte beaucoup plus cher. La France, entre le 1er janvier et la fin de l'année, va créer 400 places en centre de rétention administrative, donc 400 places de prison pour les étrangers. Alors qu'ils n'ont subi aucune plainte pénale. C'est des lieux privatifs de liberté, les centres de rétention administrative. Ça coûte énormément d'argent, en fait, ces centres de rétention. C'est des budgets monstrueux. Moi, je ne comprends pas pourquoi on crée 400 places d'hébergement en CRA et pourquoi on ne crée pas... Enfin, d'hébergement, non, 400 places de centres de rétention administratif et pourquoi on ne crée pas 400 places d'hébergement? Moi, je préférais voir ça, en fait. Et ça coûterait moins cher, donc on pourrait en créer encore plus des places d'hébergement. En fait, il y a un moment où il faut savoir où on met son argent. Budgéter, c'est gouverner, disait Gaston Gesse. Bon, il y a un moment, soit on met de l'argent dans la répression, soit on met de l'argent dans l'hébergement. Bon, moi, je suis pour qu'on mette de l'argent dans l'hébergement. Je suis plus pour qu'on mette de l'argent dans les hôpitaux pour faire fonctionner les permanences d'accès aux soins de santé que dans les grenades lacrymogènes pour la répression policière. Vous voulez réagir, Alexandre? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Héloïse. Je pense que c'est une volonté politique. Et elle n'est pas progressive. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un besoin concret, réel, de logement, de travail, d'une situation personnelle pour tout ce qui est immigrés, migrants, comme on les a exilés ou qu'on les appelle de telle manière qu'on veut. Je pense que oui, il y a un besoin.
il faut y remédier. En tout cas, les solutions, elles sont là, mais apparemment... Les solutions, elles sont là. Mais la France, elle a peur. On s'arrête sur la France. Après, on va parler vraiment de l'Europe qui se renvoie la balle, notamment pour accueillir les bateaux. La France a peur, pas toute la France, pas tous les élus politiques, bien évidemment. Il y a des ONG, des associations comme vous, il y a des élus politiques de gauche aussi qui soutiennent. Mais la France a peur quelque part un peu de ces hommes, de ces femmes. Ou alors, en tout cas, Je pense que c'est ce qui est véhiculé par les médias. Je crois qu'on a peur de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des civilisations qui savent accueillir, nous, on est en train de montrer, soi-disant, avec des sociétés soi-disant modernes, émancipées, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'accueillir simplement, parce qu'a dit tout à l'heure Héloïse, quoi, les capacités, on les a si on les transfère de la répression à l'accueil digne. Et donc, c'est comme si on avait peur de nous-mêmes, c'est-à-dire que les politiques avaient peur d'eux-mêmes. Mais c'est effectivement sûrement pour défendre des intérêts économiques. Perdre la crainte du pouvoir aussi, de perdre le pouvoir. Imaginons que demain Emmanuel Macron dise « Ok, j'ai annoncé ces mots-là en juillet 2017, plus personne dans la rue, je réquisitionne les gymnases, les centres, enfin bon, est-ce que demain il peut le faire Moi, ce que je trouve intéressant, quitte à mettre son image en péril et son électorat aussi. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dit le peuple français ceci, le peuple français cela, on le fait très vite parler. Moi, ce que j'ai remarqué, dans une des premières revendications du mouvement des Gilets jaunes, quoi qu'on pense du mouvement, c'était la mise à l'abri immédiate de toutes les personnes qui dormaient dehors. Donc a priori, c'est que finalement, le peuple de France, il n'est pas si tranché sur la question de l'accueil. Par ailleurs, je rappelle encore une fois que ce n'est pas le pouvoir public qui fait actuellement l'accueil des migrants en France. Ce sont essentiellement des individus, des collectifs, des associations, bref, des militants ou des bénévoles, comme vous voulez les appeler. Mais globalement, tout ça repose sur du travail gratuit et pas sur un investissement de l'État. Et nous, ce pourquoi on lutte, à mon avis, dans nos divers collectifs, je ne vais pas parler pour le collectif Migrants Wilson, mais en tout cas, ce pourquoi le BAM lutte, c'est que l'État honore les conventions qu'il a signées, et notamment la Convention de Genève et la Convention de New York. Donc la Convention de Genève sur les demandeurs d'asile et la Convention de New York sur le droit des enfants, et notamment des mineurs isolés étrangers, et qu'enfin, on mette des vraies solutions en place, politiques, juridiques, financières, budgétaires, et ça, à force de ne pas s'en occuper, en fait, ça va exploser au bout d'un moment. Alors, est-ce que la France, toute seule, peut y arriver? On connaît, il y a quelques semaines, quelques jours à peine, 311 migrants qui ont réussi donc à atterrir sur la baie de Gibraltar au sud de l'Espagne, après avoir été refusés par Malte et l'Italie. Actuellement, donc, c'est l'Espagne qui empêche le bateau, on le sait, Open Arms, de prendre la mer et de trouver, voilà, je vais citer d'ailleurs le patron de l'ONG, de nouveau bloqué au port. La capitainerie de Barcelone, donc dépendant du ministère espagnol de l'équipement, refuse à l'Open Arms l'autorisation de partir vers la Méditerranée pour sauver ces migrants. Et on a Oscar Combs qui dit, lui, nous empêcher de sauver des vies est irresponsable et cruel. Des politiciens lâches mettent en marche le compteur de morts, a dénoncé le fondateur de l'ONG. Est-ce que la France toute seule, elle peut y arriver? On voit là que les pays européens se renvoient la balle à un moment donné. Alors est-ce que je prends? Alors l'Espagne fait un effort. C'est un effort. La situation de l'Europe et des pays, c'est exactement par rapport aux élus, là où ils se renvoient la balle entre la ville de Saint-Denis et la ville de Paris, par exemple. C'est le même jeu, mais c'est un jeu qui les arrange pour éviter de régler une situation. Parce qu'effectivement, ça serait mieux que l'ensemble des pays prennent des décisions collectives pour une répartition, un accueil des uns et des autres en fonction où les gens veulent aller. Parce que là, actuellement, en fait, on les chasse d'un endroit pour qu'ils aillent ailleurs, mais on ne prend pas en compte quelle est leur demande, quelle est leur destination, en fait, qu'ils ont. Parce qu'on sait que la migration, et moi je suis bien placé pour le savoir, puisque je suis sur un quartier qui a 150 ans d'histoire de la migration, avec toutes les migrations espagnoles, italiennes, maghrébines et tout le reste. Vous le dites, c'est une richesse, ça. Mais c'est une richesse, parce qu'on le connaît sur le territoire, et le collectif Solidarité Migrants, et cette richesse-là aussi. C'est-à-dire que si on vient prendre une photo à un moment donné à une distribution alimentaire, on verra tous les publics, les jeunes, les vieux, des gens qui viennent récemment, on a tout ce public-là. On a des gens qui sont religieux, d'autres pas, des juifs, des musulmans, des chrétiens, des catholiques, des évangélistes, il y a toute la gamme. Donc cette énergie qui existe, avec des bénévoles, comme disait Héloïse, qui donnent un temps fou, on n'est pas capable de le mettre au niveau du service, enfin que l'État mette ses services en s'appuyant sur ces énergies-là. C'est ça. Et en sachant que ces jeunes, ils ont tous effectivement des savoir-faire.
qui peuvent nous aider peut-être à mieux vivre la situation de la société de consommation et de surconsommation qu'on vit, quoi. C'est dingue. En fait, l'État se dédouane et délègue toutes ses tâches sur les associations. Donc il y a un moment, les associations elles peuvent tout faire de leur mieux, mais elles ne peuvent pas pallier tout dont les immigrés, et les migrants et les réfugiés ont besoin, et les exilés. Héloïse, je sais que vous parliez de la Convention de Genève il y a quelques instants. Vous aimeriez bien qu'elle s'ouvre aussi aux migrants climatiques. Vous pouvez aussi en dire deux mots. Moi, j'aimerais aussi vous entendre et réagir. On parle des hommes, des femmes, des enfants qui sont actuellement dans des conditions pas possibles en mer, sur un bateau. Et il y a certains pays de l'Europe, là c'est l'Espagne qui empêche notamment le Open Arms de prendre la mer pour aller les aider. Enfin, la situation on est sur du ping-pong macabre quand même, hein, parce qu'on parle de... En fait, c'est ça, c'est un jeu de ping-pong avec des vrais gens. Mais comment et à un la individu... fin, quand tu perds la balle, en fait, il meurt. Mhm. C'est ça. Non, mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'à force de se renvoyer les gens comme ça, en fait, à la fin, ils meurent. Parce que là, c'est ça. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un gouvernement ou d'un responsable politique, notamment en Espagne, de dire on n'y va pas, on laisse ces personnes en pleine mer se débrouiller, quitte à ce qu'il arrive, les chiffres parlent de même, il y a plus de 2300 morts en Méditerranée cette année, depuis. Mais ce qui se passe, et pour revenir sur les politiques de l'Union, les politiques migratoires, elles ne se font pas au niveau national en France. Les politiques migratoires, elles ne sont que l'application de politiques menées par l'Union européenne et notamment par la Commission européenne, qui a échappé à quasi tout contrôle du Parlement européen sur ces questions-là. Le Parlement européen a finalement un rôle très consultatif, on va voter là, on va en faire un enjeu, nous, médiatique, etc., d'action. Mais pas de poids, il a un poids quand même très relatif, notamment sur les questions migratoires. Puisque finalement, la Commission européenne a donné un blanc-seing à une agence européenne qui, pour le coup, n'est sous le coup d'aucun contrôle démocratique, qui s'appelle Frontex, l'agence des gardes-côtes européennes. Et Frontex, c'est les douaniers de l'Europe, en fait. C'est les maîtres chiens de l'Europe, des frontières européennes. Et quand il y a un problème, Frontex intervient. Et ce, sans aucun contrôle. Frontex, c'est plus de 250 millions d'euros de budget. Et quand on dit 250 millions d'euros de budget, ce n'est pas 250 millions d'euros de budget qui vont aux migrants. Alors Frontex, c'est l'entité qui gère notamment les frontières administratives, les frontières physiques. Surtout les frontières physiques, c'est-à-dire que Frontex a une réalité, c'est les drones de surveillance thermodynamique, c'est des barbelés, c'est des murs qui se montent en Hongrie. C'est ça la réalité des frontières européennes. C'est le fait qu'on réintroduise des frontières administratives. On parle toujours des accords Schengen. Il faudrait changer le système Dublin, le système Dublin, de toute façon, il faut l'abandonner. C'est-à-dire que le système Dublin a même montré son inefficacité. C'est-à-dire que là, je vais aller en permanence juridique tout à l'heure. Sur les 50 personnes Dublin que je vais voir, pour donner une idée, il va y avoir quarantaine de personnes sous Dublin. Sur les 40 personnes sous Dublin, j'aurai 30 personnes qui viennent de retour d'Italie, d'Espagne, etc. Donc c'est complètement idiot, en fait. Le système ne marche pas. Donc pourquoi continuer à appliquer un système qui ne fonctionne pas? Absolument. Et sur les bateaux, je finis juste, et sur les frontières, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Le principe fondamental de la Convention de Genève, c'est le principe de non-refoulement. Donc ça veut dire, le principe de non-refoulement, tout demandeur d'asile qui souhaite déposer sa demande d'asile dans un État doit avoir cette demande accueillie par cet État. Dublin, c'est déjà dérogatoire au principe de non-refoulement. Et là, au fur et à mesure, on repousse en fait les frontières sur les côtes méditerranéennes. Parce que globalement, qu'est-ce qui se passe? Quand l'Espagne dit on ne veut pas accueillir, on ne veut pas faire partir ce bateau, ça veut dire on laisse la marine libyenne faire son travail. La marine libyenne qui fait son travail, ça fait chavirer les bateaux. Voilà. Tous les migrants vous raconteront la même chose. Ils vous diront tous la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont deux peurs quand ils croisent la marine libyenne. C'est un, que les bateaux soient chavirés, et deux, qu'on les ramène en Libye, où ils vont tomber sous le coup de l'esclavage. Bon, du coup, voilà. On a sous-traité à un bout. On a eu l'occasion de consacrer une soirée autour notamment des migrants qui arrivent en Libye et qui passent par la Libye. Alors on sait qu'un pour arriver en mer, voilà, le Niger arrive en Libye, on a le Mali, la Mauritanie, le Sénégal. Et Melilla maintenant. Au Maroc. Entre autres, bien évidemment. Peut-être, quels sont les... lorsque vous allez à la rencontre de ces hommes, de ces femmes, alors vous vouliez réagir aussi, Alexandre, sur les propos d'Héloïse, vous pouvez, mais quelles sont les premières demandes
ou les premiers mots qu'on vous dit d'abord? Est-ce qu'on peut aborder ces hommes et ces femmes facilement? Parce que c'est vrai que parfois on n'ose pas trop, on passe devant en voiture, ça peut se comprendre, et on n'ose pas trop y aller, discuter, on ne sait pas, on est un peu perdu. Est-ce que d'abord c'est facile de s'y rendre et quels sont les premiers besoins? Qu'est-ce qu'on vous dit réellement tout de suite? Moi, je dirais que ces gens-là sont comme nous. Enfin, ces personnes sont, sont comme nous. Je veux dire, quand je les aborde, moi, c'est bon. Il y a la barrière parfois de la langue, puisque tous les réfugiés ne viennent pas du même francophonie ou anglophone, etc., ou arabophone. Donc, généralement, il y a un peu de l'anglais et du français qui se mélangent. Mais en tout cas, ces gens-là, ces personnes-là cherchent de la chaleur humaine, à manger, à boire, des informations pour pouvoir évoluer, trouver une situation dans le pays et surtout, vivre. Question provocatrice, Jean-Jacques. Est-ce que ces personnes-là viennent réellement, est-ce que ces personnes viennent par plaisir? Est-ce que la France reste l'Eldorado, l'Europe? Ou est-ce que ce sont réellement des personnes, alors c'est une question qu'on se pose, que les Français se posent, est-ce qu'ils viennent réellement pour des problèmes de sécurité, de guerre? On pense au Soudan notamment, en Afghanistan. Ou est-ce qu'il y a des personnes qui se disent, bon ben moi je vais m'éclater en France et puis je vais un peu galérer, mais... C'est la dernière version, c'est pas celle-là. Il existe peut-être, hein, parce qu'effectivement c'est multiple. Les gens ils viennent pour plein de raisons, en fonction de la situation géographique. C'est que dans leur pays... Mais en gros, c'est que ça va mal. C'est que soit ils sont menacés de mort parce qu'il y a des conflits politiques à l'intérieur du pays, soit il y a des vraies guerres, soit il y a des difficultés climatiques qui font qu'ils n'arrivent plus à survivre. Et donc ils envoient des enfants en âge de pouvoir effectivement avoir une énergie qui permette de faire vivre des familles qui sont restées au pays. C'est très multiple. Mais la question, c'est qu'ils cherchent à travailler et à avoir un toit, en gros, à vivre, effectivement, comme disait Alexandre, de façon normale, c'est-à-dire de s'installer. Alors après, qu'ils veuillent tous s'installer en France, même ceux qu'on a là, c'est pas vrai. Mais ce que justement, nous, on a la liberté des marchandises et nous, la liberté de circuler, mais eux, ils veulent la même. S'ils ont envie d'aller en Angleterre, parce que... Et donc, en fonction d'effectivement, et ça, c'est la migration qui est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des compatriotes qui se sont déjà un peu installés. C'est la logique même de toute immigration. Donc, il faut aussi les écouter. Ils ont besoin d'écoute, mais d'écoute avec des possibilités de bouger normalement, comme des individus. Moi, je prends l'exemple parce que c'est une étudiante qui a beaucoup travaillé sur l'immigration, qui a été à plusieurs endroits en Grèce, à Calais et tout ça, mais qui dit, mais quand on voyage, un étudiant aujourd'hui, ça fait bien de voyager, à couper ses études et prendre un an sabbatique. Quand il voyage, il dit, bah, tiens, je vais faire 20 pays. Et puis en fait, à la sortie, au bout de son année sabbatique, il a fait que 2 ou 3 pays, parce qu'il a été accueilli. Et puis peut-être qu'il aura rencontré sa femme, ou inversement son mari, parce que l'histoire humaine, c'est ça. Et donc l'important, c'est l'accueil inconditionnel de ces gens, et l'écoute pour qu'ils puissent effectivement trouver des voies. Et en sachant qu'ils ont tous des capacités. L'autre fois, c'était un infirmier afghan qui nous a accompagnés, parce que lui, il parlait la langue des Afghans, et on échangeait en anglais. Il était infirmier, il a essayé d'apporter ses compétences d'infirmier auprès de ses compatriotes. Voilà. Donc il y en a plein d'énergie. Louise Marine, peut-être une réaction aussi sur ces hommes, ces femmes, ces enfants. Alors d'abord, de quelle nationalité? On a le Mali, ils sont érythréens, ils sont sénégalais. Somaliens, soudanais, afghans. De plus en plus, en fait, maintenant, les deux... Alors, à Paris et en région parisienne, les nationalités principales sont les Soudanais, les Afghans et les Érythréens. Somaliens. Et les Somaliens, la corne de l'Afrique, globalement, et les Afghans. Pays en guerre pour certains. Pays en guerre pour certains, ou avec des dictateurs pour d'autres, et parfois installés par la France. Mais on voit aussi de plus en plus de personnes de l'Afrique francophone venir, Mali, beaucoup de Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, etc. On parlait des migrants dits économiques. Il ne faut pas oublier que quand on déstabilise des régions entières, par voie d'armement, quand on a déstabilisé la France a participé à la déstabilisation de la Libye, ça donne aussi beaucoup de migrants sur les routes. Et beaucoup de migrants économiques, enfin, ce qu'on appelle migrants économiques. Et puis par ailleurs, quand Total rase des villages entiers pour faire des forages pétroliers, là aussi ça donne des migrants économiques, mais ça donne des gens qui n'ont plus de maison en fait, etc., etc. Quand on parle de déforestation, il y a des villages entiers qui ne peuvent plus vivre. Voilà, donc c'est aussi ça. La réalité des migrants économiques, c'est aussi un peu la résultante de nos guerres économiques à nous.
Et juste pour finir, la richesse des migrants, c'est le fait que... Est-ce que vous avez déjà demandé nous, on travaille avec beaucoup de traducteurs parce qu'on fait des récits Ofra. Moi, j'hallucine. Les mecs parlent 6 langues. J'en parle une et demie et je suis très mauvaise en anglais. Les Français, on n'est pas très bons en langue. Non, mais alors moi, je suis horrible. C'est-à-dire que j'ai vraiment un anglais affreux. Enfin, on dirait Maurice Chevalier. Mais la vérité, c'est qu'ils parlent 6 langues. Là, tout à l'heure, je fais un récit avec un traducteur, 12 langues. Il maîtrise 12 langues. C'est fou, c'est fabuleux. C'est-à-dire, à quel moment on pense dans la société Startup Nation qu'on nous vend que quelqu'un qui parle 12 langues ne peut pas être nécessaire. C'est-à-dire que moi, pour moi, dans le fonctionnement de mon association, dans un fonctionnement dit purement managérial, ce mec-là, mais j'en veux tout le temps. En fait, je veux des mecs qui parlent 12 langues, je veux des mecs qui sont informaticiens et qui sont capables de me réparer le site internet du BAM, comme c'est le cas, etc. etc. En fait, à quel moment on se passe de cette richesse-là? C'est idiot. Enfin, je veux dire, d'un point de vue même purement libéral, c'est complètement idiot. Comment on est en pleine révolution sur la planète? On parlait à l'instant de cette Convention de Genève qui devrait évoluer. Comment vous voyez les années à venir? Je pense morose. À la fois morose si on s'en tient effectivement aux directives, aux décisions qui sont prises par nos gouvernants, et à la fois pleine d'espoir avec la mobilisation citoyenne, les rencontres qu'on peut faire et l'énergie qu'on perçoit aussi qui peut effectivement renverser des choses qu'on essaye de nous mettre comme quelque chose d'inéluctable, quelque chose qui serait inéluctable, et donc la montée du Front National, la montée des nationalismes. Voilà. Donc il faut s'engager, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont prêts de plus en plus à s'engager. Enfin, nous, le collectif, c'est en permanence des nouvelles personnes qui viennent découvrir, qui comprennent, qui échangent et qui comprennent le problème. Quand on vient, qu'on discute avec eux, qu'on discute entre nous, on comprend mieux le problème. Et par rapport à la question d'un peu d'avant, par rapport au truc, c'est qu'on veut continuer à dominer le monde, en fait. Les pays occidentaux, quand ils mènent des politiques en Afrique, ce que disait un peu Héloïse, et tout ça, c'est pour préserver nos propres intérêts. C'est-à-dire qu'on déstabilise des pays ou qu'on fait tel ou tel choix. Alors, il y a un travail avec ces gens qui viennent chez nous, mais de travail d'aide à certains pays. Si on parle du Mali, du Sénégal, de la Guinée, mais il y a des pays en Afrique qui peuvent largement, après, aussi garder ils n'ont pas envie forcément que tous leurs enfants s'en aillent. Hein. Mais donc, il faut faire un travail dans les deux sens. C'est un travail d'équilibre, mais nous, déjà, d'accueillir ceux qui sont là. Et après, on pourra travailler sur la deuxième volet. Ouais. Une réaction sur la même question aussi. Oui. Jean-Jacques l'a très bien dit, c'est que moi, je pense aussi que la colonisation, pour l'appeler comme ça a été un vrai désastre. On a pillé l'Afrique et d'autres parties du monde, comme l'Asie, même en Amérique du Sud pour l'Espagne, pour accroître les richesses de l'Europe. Et si ces richesses sont là, c'est pas pour rien. Et après que les gens viennent, ça ne nous regarde pas. Enfin, je veux dire, ils ont le droit de voyager, ils ont le droit de s'installer, ils ont le droit ils ont plus de droits que nous presque. Le droit de faire ça, enfin, je veux dire. Il y a juste aussi une réalité qui est éminemment concrète. On parle de la colonisation, mais moi je vois aussi qu'Alpha Condé, qui est le président de la Guinée-Conakry, est en train d'opérer un massacre des Peuls en ce moment. C'est pas pour rien qu'il y a plein de gens de la Guinée-Conakry. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a un massacre de Peuls. On a de plus en plus d'Afghans Hazaras qui subissent mais vraiment un quasi-génocide ethnique. Et c'est pour ça qu'ils sont en France. Personne n'en parle. On parle du Yémen beaucoup sur les chaînes de télé françaises? Pas du tout. Mais pourtant, il y a plein de Yéménites. Quand on parle de l'Érythrée, on oublie de préciser que l'Érythrée, c'est un gouvernement dictatorial qui impose un service militaire pendant 40 ans. Bon, moi, perso, je passe mon tour le service militaire de 40 ans parce que c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on oublie que des fois, sous des aspects économiques, se cachent aussi des réalités politiques très concrètes. Et qu'actuellement, il y a des militants politiques qui se font massacrer. Notamment, je pense à des gens de l'UFDG, etc., qu'on a beaucoup actuellement, qui sont un parti de Guinée-Conakry. La réalité, c'est qu'ils arrivent en France, oui. Parce qu'en fait, t'aimes pas bien te faire tuer. Moi, non, je comprends qu'ils s'en aillent. Mais en faisant référence, ça sera le dernier point, malheureusement, l'émission touche à sa fin, mais on parlait de cette manifestation à Paris. Vous me disiez dans vos locaux il y a quelques jours, Héloïse Marie, qu'en 1995, la loi anti-immigration, c'était 100 000 personnes. 300 000. 300 000 personnes. La loi Pasqua. La loi Pasqua, exactement.
Et là, vous étiez 3 000, 5 000. Vous venez de donner quelques exemples derrière les propos d'Alexandre sur ces dictatures, ce qui se passe un peu dans le monde. Et on a quand même l'impression qu'il y a un silence. Alors, il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes qui a réveillé une partie des Français, mais on sent, enfin, vous étiez un peu déçu de cette faible mobilisation. 3 000, 5 000 manifestants pour cette cause qui est humaine. Alors moi, je suis rarement déçue, je suis plutôt toujours en colère. Mais c'est plutôt mon truc. C'est peut-être pas le vrai. La vérité, c'est qu'effectivement, en 95, 300 000 personnes sur les lois Pasqua. Les lois Pasqua, elles imposaient quoi? Elles imposaient de déclarer la personne qu'on accueillait chez soi. Ouais. Voilà, c'était juste ça. Enfin, ce qui nous paraît aberrant maintenant avec la loi Asile-Immigration, qui est quelque part 100 000 fois pire. Là, on a eu le max de la mobilisation, ça a été 6 000, 7 000 personnes sur la loi Asile-Immigration. Sur la dernière manif, on était autour de 4 000, 5 000. Par contre, je pense aussi que les modes de mobilisation ont changé. Je pense que la manifestation n'est pas forcément le seul mode de mobilisation actuellement. Moi, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes au BAM, etc., qui préfèrent se mobiliser dans le cadre de permanence juridique, dans le cadre de permanence sociale, de faire un travail au jour le jour concret. Et pour faire bouger le monde, c'est peut-être pas assez? C'est peut-être pas assez, mais peut-être aussi que les manifs, ça n'a pas fait suffisamment bouger le monde, parce que résultat, on a eu quand même un lot. Moi, je pense qu'il faut faire les deux, en fait. Pourquoi se passer d'un outil alors qu'on peut tout faire? Peut-être que désormais aussi, avec l'avènement des réseaux sociaux, on peut aussi se servir de ça. Et ça joue, tous les collectifs font ça. Enfin, que ce soit Wilson, BAM, etc. On a tous très bien compris l'intérêt d'avoir une page On a Facebook. l'impression que ça devient le quotidien des Français. Si on s'arrête en France, bien évidemment, on a même des Parisiens, on a l'impression, alors moi qui prends le périph' tous les jours, qui passe toujours malheureusement, mais tous les jours, matin et soir, devant ces camps, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, parfois, voilà, on prend son café au volant, on discute avec son voisin. Oui, mais c'est le lot de la misère. Est-ce que vous vous arrêtez pour faire un sourire à tous les SDF que vous croisez? Non, c'est pas vrai. Non. C'est ça aussi, c'est qu'il faut aussi que nous, on change notre regard sur la misère. Parce que, en fait, ne pas voir, c'est aussi nier l'existence de la misère. Parce qu'en gros, ce qu'on ne veut pas, c'est finir dans la rue. Oui. Tous, autant qu'on est. L'idée, c'est qu'on ne veut pas se retrouver à la place de ça. Donc, on préfère nier cette réalité-là en disant, mon Dieu, jamais, jamais. Mais la vérité, c'est qu'effectivement, c'est comme les affiches, etc. Au fur et à mesure, ça devient des objets. Le problème, c'est qu'on est en train de réifier des gens et que les pouvoirs publics ont réussi ce tour de passe-passe merveilleux de nous réifier des gens. Des vrais gens, des personnes avec des histoires, etc. Et ça, c'est fou, en fait. Ça, c'est la grande réussite des politiques sur les politiques migratoires, c'est qu'on a réussi de faire d'individus des objets. Je vous interpelle sur le travail et le gouvernement Emmanuel Macron. Alors pour vous, je n'ai pas exactement vos mots, mais vous parlez beaucoup de discrimination, parfois de xénophobie. Enfin, je mets des guillemets à vérifier, mais vous pouvez le confirmer. Oui, nous on parle de xénophobie d'État et gouvernementale, donc on n'a aucun problème là-dessus. Et on parle même de racisme d'État, je l'ai dit à une députée LREM, je ne vais pas m'en cacher. Donc la fin de ce mandat, pour vous, c'est pas... Elle est longue encore, on a encore 2 ans et demi. Ils nous ont prévu une réforme du CESEDA, donc le code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, qui va arriver en 2020. Non, là, on risque de souffrir, mais on va se battre. On a 2 ans de lutte qui s'annoncent fortes. Absolument. Je pense que ce sera le dernier mot de la soirée, Alexandre. Je pense qu'il y a une réelle contradiction entre les militants qui veulent construire quelque chose, une société meilleure, etc., et le rejet des partis institutionnels. Je prends comme exemple le cas des Gilets jaunes, qui sont une mobilisation traditionnelle du mouvement, mais qui rejettent absolument les partis institutionnels, mais qui cherchent quand même à créer un mouvement en solidarité, bien sûr, avec tout ce qui est les personnes réfugiées et autres. Bon, la France reste quand même un pays solidaire, uni. Enfin, on l'a vu en tout cas avec vous trois. Il y a effectivement un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui se mobilisent et qui luttent tout de même si votre avis, Héloïse Marie, il est assez direct. Ça se réduit. Bon, il y a quelques sénateurs qui font bien le travail, genre Esther Benbassa, tout ça. Mais bon, ça se réduit comme peau de chagrin quand même. Mais même, on peut parler des députés. Moi, ça me tue. La position de la France insoumise actuellement, elle me tue. C'est les seuls, pour moi, c'est les seuls qui sont venus vraiment sur le terrain. Vraiment, c'est vraiment sur le terrain. Oui, ça dépend pourquoi y faire.
Ce sera l'occasion de revenir notamment sur On a été la... auditionné aussi à l'Assemblée nationale aussi pour les villes. Oui, mais c'est pas suffisant en fait. Moi, Non, c'est pas suffisant, mais j'accompagne ça. Mais au travers de tout le paysage politique, ceux qu'on a vu le plus vu, moi, c'est ceux-là, quoi. Donc, Merci à tous les trois. Merci Alexandre Zucal d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes bénévole Solidarité Migrants Wilson. Bravo pour votre travail et votre investissement. Vous n'avez que 27 ans. Vous êtes technicien en laboratoire. Jean-Jacques Clément, l'expérience de l'avenir, de la vie. Vous êtes retraité, mais vous êtes aussi chez Solidarité Migrants Wilson et vous faites partie de cette équipe fondatrice depuis 2016. Et encore notre humble niveau, en tout cas bravo parce qu'on a besoin de gens comme vous. Et puis Héloïse Marie, merci d'avoir été avec nous. Héloïse Marie, vous êtes juriste et vous êtes président du BAM, Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants sur Paris. Les réseaux sociaux, on peut vous suivre les uns et les autres sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe, merci à Abdellah d'avoir réalisé cette émission et puis bien évidemment à Aziza ou à Gadi de l'avoir préparé. Bonne soirée à tous. Les réseaux sociaux, la page Facebook et la page YouTube sur R Télévision. Bonne soirée.